Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Les responsables des organes de presse ont été entretenus ce lundi sur les dispositions du Code de déontologie dans le traitement de l'information en période électorale. Laurent Roland-Tonneikes vous donnera la substance de cette information dans ce journal. Quel est le niveau d'avancement des travaux de réfection du tronçon Kalavik-Bota-Rouedo? Martin Koudenoupo a fait le constat. Vous en saurez davantage dans un instant. Et puis les citoyens nigérians iront aux urnes le 16 février prochain, mais nombreux seront ceux qui ne renouvelleront pas leur confiance au président sortant, Muhammadu Buhari. Voilà pour le sommet de cette édition, la suite dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons cette session d'information par la Maison des médias où les responsables des organes de presse ont été entretenus ce lundi sur les dispositions du Code de déontologie dans le traitement de l'information en période électorale. Une initiative de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication avec Laurent Roland-Tonneikes et Fiacre Voitan pour le compte rendu. Délégation de la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, était dans l'après-midi de ce lundi 11 février 2019 face aux responsables d'organes de presse. Au menu, la gestion de l'information dans cette période préélectorale. À cet effet, il est rappelé aux responsables d'organes de presse leurs obligations. Je peux donner comme exemple d'obligation négative l'article 4. Qui a parlé d'interdiction à tous les médias, publics comme privés, de relayer les éléments de campagne électorale. Nous pouvons parler également de l'article 6, qui parle de deux médias, publics et privés, qui doivent notamment en cette période privilégier les émissions, les couvertures médiatiques, les règles, le scrupule et le souci de l'objectivité. En un mot, le professionnalisme et le traitement de l'information. Il est donc recommandé aux professionnels des médias de respecter le code de déontologie et les dispositions réglementaires de la RAC, notamment la gestion de certaines émissions. Les émissions interactives qui en temps avaient été refusées, mais je crois il y a 4 ans, lors des législatives de 2015, nous n'avions pas accepté les émissions interactives. Mais de fil en long, on s'est dit, bon, ce qu'on peut vous demander, c'est de vous rassurer que ces émissions interactives soient vraiment présentées par les professionnels et non les assimilés ou les stagiaires, à l'effet d'éviter donc le dérapage. Demande a été également faite aux organes de presse d'équilibrer l'information, seule alternative pour prôner la paix. Toutefois, la RAC, instance de régulation, veillera au grain. Le Bénin accueille du 12 au 14 février 2019 le séminaire régional sur le programme d'identification des voyages lisibles à la machine, DVLM, la biométrie et la sécurité des frontières. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la matinée de ce mardi 12 février à Cotonou et a été présidée par le ministre des Infrastructures et des Transports, Alassane Seydou. Carnot François Roumbé-Rentor pour le compte rendu. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert ce jour, mardi 12 février 2019, le séminaire régional sur le programme d'identification des voyageurs TRIP de l'OACI, les documents de voyage lisibles à la machine, DVLM, la biométrie et la sécurité des frontières. C'est par ces mots que Alassane Seydou, ministre des Infrastructures et des Transports, a procédé à l'ouverture du séminaire régional sur le programme d'identification des voyageurs de l'OACI, les documents de voyage lisibles à la machine, la biométrie et la sécurité des frontières. C'était dans la matinée de ce mardi 12 février 2019 à Cotonou, en présence des ministres du gouvernement béninois, des cadres, des délégués des États et des experts internationaux de l'aviation civile. Un rendez-vous qui constitue une opportunité pour le Bénin de partager avec la communauté régionale et internationale son expérience en matière de gestion de l'identité et de sécurité des documents de voyage, comme le confirme ici Kal Legba, le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC.
L'organisation de ce séminaire TRIP au Bénin n'est pas anodine. En effet, le Bénin est l'un des tout premiers pays du monde à avoir adhéré au répertoire des clés publiques et à avoir mis en œuvre les spécifications de sécurité des passeports électroniques. Le présent séminaire est une occasion qui nous est offerte de concevoir, de développer un mécanisme de renseignement préalable concernant les voyageurs, qui est une problématique qui nous tient à cœur à tous. Plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie se sont succédées au pupitre avant de laisser place au ministre des Infrastructures et des Transports qui a saisi l'occasion pour rappeler les objectifs poursuivis par ce séminaire. Les objectifs poursuivis par le séminaire sont assurer une meilleure compréhension de la stratégie TRIP de l'OACI, permettre le partage d'expériences dans la mise en œuvre de cette stratégie par les États, apporter un appui technique aux États pour améliorer leur système de gestion de l'identification au moyen de processus solides de vérification de l'identité et de la citoyenneté, offrir aux États des outils, moyens et méthodes pour renforcer le processus de délivrance des passeports conformément aux normes et spécifications de l'OACI, encourager la coopération régionale et internationale en matière de sûreté et de facilitation. Il va plus loin pour notifier à l'assistance les attentes de ces assises. Au cours de ce séminaire, il est attendu de vos réflexions la définition de bonnes méthodes et pratiques pour la gestion de l'identité nationale, la conception et la production de documents de voyage lisibles à la machine conformes aux spécifications de l'OACI, l'émission et le contrôle de documents, les systèmes d'inspection et outils de contrôle aux frontières. Pour rappel, le gouvernement du président Patrice Talon, à travers son programme d'action du gouvernement 2016-2021, Bénin révélé, a opté pour un développement économique axé sur l'infrastructure aéronautique et le tourisme visant à révéler le Bénin comme le carrefour touristique de l'Afrique. La Commission électorale nationale autonome Sénat a tenu une réunion avec les responsables des partis politiques ce mardi 12 février 2019. Il s'agit pour Emmanuel Tiando et ses pairs d'échanger avec les partis politiques sur une série d'observations et d'informations sur la manière dont le processus électoral dans le cadre des législatives va être conduit. Frédéric Espoir Roumambo pour le compte rendu. Se donner toutes les garanties pour que les prochaines élections législatives soient libres, transparentes, mais surtout pacifiques. C'est le leitmotiv de la Commission électorale nationale autonome qui a tenu à cet effet cette rencontre avec les responsables des partis politiques. Des partis politiques que l'institution juge d'acteurs majeurs dans les élections. À ce rendez-vous, l'un des points essentiels qui a mobilisé les attentions est sans doute l'article 242 du nouveau code électoral. Et pour son application, la Sénat a son idée. Sont éligibles à l'attribution et à la répartition des sièges, premier tiret, soit les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque leur nombre est supérieur ou égal à 4, soit les 4 listes ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque le nombre des listes ayant recueilli au moins 10% de ces suffrages est inférieur à 4. Soit toutes les listes admises à concourir lorsque leur nombre est inférieur à 4. Et enfin, dernière hypothèse, toutes les listes admises à concourir sont éligibles lorsqu'aucune d'entre elles n'a recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimé au plan national. Le certificat de conformité exigé aux partis politiques existants avant le nouveau code électoral, les problèmes liés au quitus fiscal et bien d'autres ont aussi été au cœur des débats.
La Cour constitutionnelle a rendu une décision et cette décision est une décision tendancieuse, polémique parce qu'elle vient de se substituer à l'Assemblée nationale en instituant une nouvelle pièce, celle qu'ils appellent certificat de conformité. Et ce certificat de conformité est demandé pas aux nouveaux partis, mais aux anciens partis politiques. Nous remercions la Sénat qui s'échine vraiment pour une élection transparente. Mais il va falloir que nous acceptons la compétition dans notre pays. Parce que jusqu'à ce jour, où nous sommes à 9 jours du dépôt des listes, parce qu'on doit déposer les listes à partir du 21 prochain, le ministère de l'Intérieur n'a pas encore joué sa partition. L'UDBN est entièrement à jour. L'UDBN a déposé son dossier depuis le 31 octobre 2018. Et le ministère de l'Intérieur tergiverse. Le ministère de l'Intérieur n'a pas encore délivré ce certificat de conformité. Ma dernière préoccupation, c'est le problème du quitus fiscal. Vous voyez, c'est vrai, c'est très intéressant le système. Mais est-ce que le niveau du Bénin a changé très rapidement pour que tout le monde, dans tous les villages, arrive à faire? Parce que nous avons des difficultés. Et comme vous nous avez rassemblés ici ce matin, il fallait quand même que nous posions ces problèmes pour voir dans quelle mesure vous allez nous aider. Mais pour Emmanuel Tiando, la loi c'est la loi et la Sénat n'est pas l'organe qui devra juger de son opportunité. L'opportunité de la loi, ça ne nous concerne pas. C'est l'application de la loi qui nous concerne. Et nous voulons rester dans ce rôle. Après, quand on va appliquer, et les législateurs et ceux qui ont appliqué la loi vont se retrouver pour dire mais faisons une évaluation pour voir ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut continuer à l'appliquer de cette manière? Voilà autant de questions qui restent encore sans réponse adéquate à quelques jours du délai lié au dépôt de dossier de candidature. Après son sacre au FESPACO 2017, où son film L'orage africain sous influence lui a permis de gagner l'étalon Yeninga d'argent, Sylvestre Amoussou a été officiellement reçu ce lundi 11 février 2019 au cabinet du ministre de la Culture. Une rencontre au cours de laquelle le ministre Oswald Meki lui a présenté les félicitations du gouvernement béninois. Une reconnaissance signifiée à travers un chèque de 20 millions de francs CFA. Après avoir présenté le film primé, Sylvestre Amoussou n'a pas manqué de plaider pour que les autorités nationales travaillent à mieux aider les jeunes qui, bien sûr, embrassent la carrière de la cinématographie. Écoutons les deux personnalités au micro de Frédéric Espoir Oumambou et Damien Pedro. Je voudrais donc, très cher Sylvestre Amoussou, t'exprimer au nom de ton pays, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, toutes les félicitations et tous les encouragements du peuple béninois. Nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Nous sommes très heureux que les professionnels du cinéma aient reconnu l'étendue, la qualité de ton travail. Et c'est vraiment en toute humilité et avec toute la reconnaissance que nous venons te dire merci. Merci d'avoir honoré notre pays, ton pays. Merci d'avoir hissé le drapeau béninois. Merci d'avoir fait retentir notre hymne, l'Aube Nouvelle. Et merci de partager avec les autres acteurs parce que nous savons aussi que Sylvestre Amoussou est un homme qui donne de son savoir, qui donne de son expérience, qui donne de son expertise pour aider les plus jeunes à grandir dans le milieu. Le gouvernement est à l'œuvre depuis quelques années. Notre volonté est de faire en sorte que tous les secteurs de notre pays se portent au mieux pour le bien-être de nos concitoyens. Et cette démarche, nous voulons l'entreprendre avec tous les acteurs, notamment les filles et fils du Bénin, qui dans un domaine ou dans un autre ont fait leurs preuves. Dans le domaine du cinéma, vous avez fait vos preuves et il est important que l'État puisse matérialiser cette reconnaissance et en même temps officialiser ce partenariat que nous avons décidé d'établir
pour le bénéfice, le bonheur de tous ceux qui, jeunes béninoises, jeunes béninois, aspirent à faire le travail qu'a fait Sylvestre Amousou, à lui ressembler et même à le dépasser un jour. Nous n'avons pas les moyens financiers pour couvrir l'ensemble des besoins d'un cinéaste, d'un réalisateur d'aussi grande renommée. Mais à titre symbolique, le Bénin a décidé de vous octroyer un financement de 20 millions de francs CFA, qui est une modeste contribution à l'effort. L'orage africain, un continent sous influence. C'est l'histoire d'un président africain d'un pays imaginaire qui en a assez de voir son pays pillé par les multinationales et l'Occident. Donc il décide de nationaliser tous les moyens de production qui sont installés dans son pays et demande aux Occidentaux de partir. Mais comme nous ne sommes pas des pays fermés, il demande dorénavant que les Occidentaux travaillent sous la direction des Africains. Et je pense que les actes comptent beaucoup plus que les paroles. Je remercie Monsieur le ministre pour son dynamisme et je souhaite sincèrement que les acteurs culturels trouvent leur place dans ce pays. Parce que j'ai l'impression que les jeunes y galèrent énormément. Parce que beaucoup d'entre eux m'écrivent, me demandent, et je me ferai le porte-parole auprès de vous, Monsieur le ministre, chaque fois quand je peux parler de cette jeunesse, et je vais essayer de vous concocter un dossier pour que vous puissiez voir. Bon, je ne dis pas que je détiens la vérité, pour vous donner quelques pistes pour permettre surtout aux autres, parce que moi, je vis en France depuis 38 ans, et le système du cinéma, je sais comment ça fonctionne. Il y a ce qu'on appelle l'intermittent du spectacle, parce qu'un créateur, bon, le cinéma, c'est pas un art où on peut chercher au départ à gagner de l'argent tant que c'est pas assez structuré. Allons voir à présent l'état d'avancement des travaux sur le tronçon Kalavik-Bota-Wedo qui n'est pas facile d'accès à la population depuis le début des travaux de réfection. Selon les riverains interviewés, les travaux n'évoluent pas. Martin Koudenoupo et Fiacre Voitan se sont rendus sur le terrain. Voici leur constat. Démarrés depuis plusieurs mois, les travaux de construction de la route Kalavik-Bota-Wedo engendrent d'énormes désagréments aux usagers de ce tronçon. Au nombre de ceux-ci, l'impraticabilité de l'AS. Pour les usagers exaspérés, les travaux ne progressent pas. Depuis un certain moment, nous sommes en train de constater que les travaux piétinent. Je ne sais pas si je peux en même temps aller aux doléances, je ne sais pas. La population souffre. Bien sûr, il y avait eu des déguerpissement, on était content, on s'est dit c'est un bon projet. Bon, puisque quand dans un pays s'il n'y a pas la voie là, ce n'est pas bien. C'est pas bien, c'est une très bonne chose. Mais je le souhaite vivement, s'il peut sortir pour voir, constater l'état d'avancement lui-même, bon, et demander qu'on accélère, ce serait bien. Ça piétine trop. On se plaint depuis un temps. Le passage est pénible. Et on se demande ce qui va se passer bientôt, la saison pluvieuse. Voyez-vous, c'est vraiment un désarroi. Et si on doit être sincère, les travaux n'avancent pas. Ces usagers interpellent le chef de l'État à s'intéresser de près à ces travaux. Je voudrais souhaiter que le président lui-même sorte pour venir constater ce qui se fait. Je ne sais pas si ces ministres, le mentent, je ne sais pas. S'il peut lui-même sortir voir l'état d'avancement de la voie Bota, Wedo, vraiment, ce serait bien. Je voudrais vraiment implorer la clémence du chef de l'État. Nous voyons, il n'a pas fait encore le mandat et on voit les chantiers. Donc, s'il peut vraiment personnellement prendre le devant, je crois que d'ici là, il y aura quand même beaucoup d'évolution.
La réalisation de la route Calavi-Pota-Wedo permettra une circulation fluide au niveau de ces arrondissements, à savoir Calavi-Centre, Touba, Wedo, et facilitera l'accès à l'arrondissement de Hevi. Faisons à présent une incursion dans la communauté Ibo au Bénin. Vous le savez, l'économie florissante de cette communauté n'est plus à démontrer. La communauté Ibo qui vend les friperies au marché Misebo à Cotonou, eh bien, on s'est intéressé à cette communauté. Voici le constat de Aristide Setti. Nous sommes ici dans le plus grand marché de vente de friperies situé à Misebo, l'un des quartiers commerciaux de la capitale économique du Bénin, Cotonou. Une forte communauté Ibo y occupe une place de choix. Les Ibo sont en effet une ethnie du sud-est du Nigeria, présente majoritairement à Misebo. Leur présence se justifie par des réalités sociales et économiques générées par la guerre civile qui a secoué le Nigeria dans les années 60. Conscientes de la descente atmosphère de paix propice, les Ibo ont aménagé nombreux au Bénin. Ils investissent dans la vente des pièces de rechange des engins, de la friperie et autres produits et y vivent bien. Je suis ici maintenant depuis 1995. J'ai couché une fille béninoise avec 4 enfants. Actuellement, je peux dire que Bénin est bon actuellement. Il y a de sécurité ici. Nous sommes un peu à l'aise ici, plus que le Nigeria. Au Bénin, maintenant, ça fait déjà 10 ans. J'étais là depuis 2007, je pense. Oui, j'ai fréquenté ici, j'ai fait mon école primaire et secondaire ici au Bénin. Moi, je suis au Bénin, ça fait 22 ans maintenant. Ça fait 22 ans, bon. Si cette année finit, ça va faire 23 ans. Je suis beau. Avant, il n'y avait pas de problème. On vivait bien dans le marché ici, à la maison, partout. Mais après quelques temps, bon, les choses sont devenues très calmes. Bien adoptés, ils entretiennent de bons rapports avec le frère du Bénin, comme le reconnaît ici ce Béninois. Non, avec les Ibo, je suis très heureux. On est en famille, comme si c'était au Bénin, comme un Béninois. Il n'y a pas de problème entre eux. Il n'y a pas de comportement. Il faut accepter l'homme tant qu'il est, comme il est. Il ne faut pas lui projeter quelque chose parce que c'est Dieu qui l'a créé. Il faut accepter tout. À l'image de tous les autres groupes ethniques, la vie en société génère des fâcheries et problèmes divers. Mais tout finit toujours par se régler. Oui, en tout cas, là où je ne suis pas dans une maison publique. C'est une sanité. Mais les gens qui sont à côté de moi me sont bien, ils ne sont pas. Même là où mon grand frère... Comme nous sommes déjà comme... notre relation avec le Bénin sont déjà comme nous aussi, le Bénin. Donc, on se rapporte bien. Quelqu'un a un problème avec son ami, il gère ça normal non? Donc, on gère notre... Moi, je n'ai jamais avoir problème avec quelqu'un dans ce pays. Le secrétaire général de l'association des revendeurs de friperies au Bénin nous parle ici du mécanisme de règlement de leurs conflits entre eux, puis avec les Béninois. Ils vivent en paix. Vous savez, le Bénin est un pays hospitalier. Et le Béninois n'a pas de difficulté à accepter les étrangers. Nous n'avons pas grande difficulté à nous entendre, surtout sur le prix et autres. Là. Donc, voilà. Souvent, bon, il y a des gens qui viennent, ils achètent à crédit, ils ne remboursent pas. Donc, et quand ils t'attrapent comme ça, c'est la bagarre, c'est des trucs comme ça. Mais l'association que nous représentons ici, cette association essaie de mettre un peu de bémol aux choses. Nous avons essayé d'organiser les relations et nous essayons de gérer ces petites difficultés-là au quotidien avec eux. Et puis ça passe. Ça passe. Depuis un certain temps, depuis la naissance de notre association, je vais dire, ces problèmes-là sont conjugués au passé. Et puis, nous avons les 2 commissariats qui sont à côté, qui nous aident quand ça dépasse nos compétences et que les gens ne veulent pas s'entendre. On les envoie vers le commissariat pour éviter les affronts et les violences. Engagés et travailleurs, les Ibo contribuent grandement à la diversité culturelle et économique du Bénin. Comme avec les autres communautés étrangères, la bonne cohabitation entre les Ibo et les autochtones témoigne de l'hospitalité légendaire reconnue aux Béninois. Un reportage de Aristide Setti et de Denis Maroya.
En interactualité à 76 ans, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, brigue un second mandat à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. Il y a 4 ans, il représentait l'espoir du changement, mais sa présidence marquée par une récession économique et une incapacité à rétablir la sécurité dans le pays a déçu. Reportage. Après un premier mandat marqué par des absences à répétition en raison de problèmes de santé, le président du Nigeria parcourt une nouvelle fois le pays pour briguer un second mandat. Il promet d'achever les chantiers entrepris par son gouvernement, la lutte contre la corruption et la fin de l'insurrection djihadiste de Boko Haram dans le nord-est du pays. Nous nous engageons à approfondir le travail que nous avons entamé au cours de ce premier mandat, de manière à ce que les biens et les ressources de la nation soient utilisés pour le bien de tous. Mais le bilan de son premier mandat déçoit. Boko Haram, après avoir été affaibli, mène toujours des attaques meurtrières. Sur le plan économique, une forte récession, notamment liée à la chute des cours mondiaux du pétrole, a provoqué une importante inflation et le chômage a atteint des records. Acquis au début de son mandat, ses électeurs sont désormais divisés dans son bastion, le nord du pays. Je vais voter pour Buhari car il a amélioré la sécurité. Avant, on ne pouvait même pas aller à l'école. Les gens souffrent. Vous pouvez voir que l'économie a chuté, il y a une forte inflation et la vie était plus facile avant l'arrivée de Buhari. Réputé incorruptible, ses détracteurs l'accusent de s'attaquer uniquement à ses opposants. Ancien général de 76 ans, il avait déjà dirigé le Nigeria d'une main de fer à la tête d'une junte militaire au milieu des années 80. Si vous nous avez suivis, merci de votre fidélité. Ce journal se referme. Bonne suite de nos programmes en compagnie de Eden TV et à très vite.